Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de l'After Produit sur le plateau du Design Corner et de l'After Produit. Nous sommes donc pour un nouvel épisode du Design Corner, l'émission créée par la Tribe de Weavo consacrée à la compréhension du product design. Désolé pour tous les problèmes qu'on a eu sur le lancement, on a eu des problèmes de son, mais la Géry a vraiment assuré derrière pour permettre la création et la diffusion du live. Ouais. Je suis Alexandre Studer, Product Manager chez Weavo. Aujourd'hui, l'émission va être consacrée à un secteur d'activité un poil moins connu dans l'univers du produit. On le traite très peu souvent. On va parler de produits physiques, on va parler d'approche, d'expérience immersive, de conduite et de mobilité. Ok, pour tout ça, on va accueillir et j'accueille Virak Mey, product designer et ex-UX designer cockpit chez PSA, aujourd'hui Stellantis, Bonjour Alexandre. pour parler des enjeux dans ce secteur-là. Ravi de te recevoir. Moi Après aussi. tous ces problèmes, Merci comment d'être vas-tu? venu. Merci de m'avoir accueilli, pardon. Super, en tout cas, je suis content d'être là. Ok, bon, on va essayer de faire une émission sympa. On va d'abord un petit peu parler de toi très rapidement. Ça fait 22 ans que tu es dans le secteur. Tu as commencé ta carrière dans les années 2000 en tant que graphic designer où tu intègres TBWA. Par la suite, tu deviens free pendant une dizaine d'années où tu travailles avec des clients variés comme La Poste, Givenchy, des secteurs dans le jeu vidéo, Smart Me Up. Ensuite, tu deviens prof de design pour l'ICANN. Tu rejoindras ensuite un peu plus tard l'IM. Tu peux nous dire deux mots là-dessus Alors oui, la formation, c'est quelque chose qui est très important pour moi puisque j'aime beaucoup transmettre. Ouais. Et, voilà, Ça tombe bien. Voilà, et donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir plusieurs expériences dans différentes écoles, Ouais. dont justement l'IM. Et actuellement, voilà, je donne aussi des cours, voilà, en tant que prestataire, en freelance, pour pas mal d'écoles sur Paris, dont une que je vais citer maintenant pour faire une dédicace à mes étudiants, Digital Campus, voilà. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, donc c'est pour ça que j'ai aussi ce parcours aussi formateur. Tu rejoins ensuite Jouf pour être designer studio manager et aujourd'hui tu te consacres quasiment à 100% à ton métier de free en tant que product designer et formateur. Et donc, de 2016 à 2018, tu as été lead UX chez PSA, donc Stellantis, et tu as notamment travaillé sur la gamme Peugeot et DS. Voilà, entre autres. Super intéressant de voir que tu ne viens pas du tout d'un background auto et que tu as quand même réussi à faire un super bout de chemin chez eux. C'était quoi, une force, une faiblesse? Ça a été quelque chose de... Comment tu Alors, l'as vécu ça? Alors j'ai vraiment vécu ça comme une très bonne expérience, Ouais. évidemment, entre excitation et aussi peur de pouvoir quelque part rentrer dans un domaine qui n'était pas forcément pour moi quelque chose de naturel, puisque l'automobile c'est quelque chose de Ouais, tout nouveau. Enfin, pour moi c'est tout nouveau à l'époque, parce que ouais, je venais beaucoup du web, ouais. et j'ai eu la chance justement d'avoir été sollicité pour travailler premièrement sur le véhicule autonome, qui est vraiment un sujet d'innovation hyper intéressant, et ensuite au fur et à mesure du temps travailler sur justement les cockpits DS et Peugeot. Super, on va revenir sur tous ces détails-là pendant l'émission. On va d'abord commencer un petit peu en évoquant un peu les tendances qu'il y a aujourd'hui. C'est une industrie qui bouge Tout à énormément, fait. qui est plein d'actualités, qui est très nouvelle aussi sur l'approche qu'elle a dans le secteur. Est-ce que tu peux donner quelques infos clés de ce qui se passe en ce moment dans l'automobile? Oui, bah, on peut voir qu'on est passé vraiment de la mécanique à l'électronique et puis Ouais, maintenant au software. Donc ça, bah, globalement, ça inclut que voilà, la voiture maintenant va aussi quelque part marcher un peu comme nos téléphones. Enfin, j'exagère un peu, mais le fait de pouvoir voilà, avoir des services autour de ces véhicules, ça va être un nouvel enjeu pour les constructeurs. On le voit beaucoup maintenant dans les annonces qui sont faites. General Motors qui voilà, investit beaucoup dans le software, dans les véhicules. Les Mercedes qui intègrent des applications usuelles qu'on a sur téléphone comme TikTok par exemple. ouais. Voilà, c'est vraiment une transformation, c'est intéressant puisque voilà, on passe vraiment du design automobile, enfin c'est toujours là, bah, évidemment c'est toujours là et c'est important, à cet ajout du design de service voilà, intégré au véhicule. D'ailleurs, on le voit sur les salons et dans les présentations, la partie software est quasiment autant mise en avant que Tout à l'expérience de fait. conduite et le reste, et du coup, on comprend que ça devient un énorme enjeu. Justement, en tant que designer, en quoi c'est une opportunité, enfin, c'est une opportunité, mais comment tu as pris le virage, comment tu as intercepté que c'était quelque chose d'intéressant pour toi, Alors, intéressant parce que là, pour une fois, moi, le monde du web, j'ai pu travailler sur un produit dans sa totalité, puisque, encore une fois, un véhicule, une voiture est un produit complexe, et ce qui est intéressant, c'est justement le fait que, avec l'arrivée des écrans tactiles au sein des véhicules, il y a eu pas mal de nouveaux enjeux qui sont arrivés sur voilà, l'expérience vécue au sein de ces cockpits, avec le fait que ces interfaces tactiles pouvaient voilà, gérer différentes fonctionnalités de la voiture, et puis comment tout ça, voilà, allait communiquer avec l'utilisateur, l'utilisatrice qui était à l'intérieur et qui allait justement devoir à la fois être capable d'interagir avec ses fonctionnalités sur ouais. l'écran et puis conduire aussi. Il y a aussi ça qui était important. Donc cette multimodalité qui était vraiment mise en avant, quoi.
Le véhicule devient, donc tu l'as dit, un hub de service et non plus un moyen de transport pour aller de A à B. C'est quoi sa vocation dans le futur? C'est devenir Ah, un magasin? Non, alors, ça restera toujours un moyen enfin, un moyen de mobilité qui est important. Donc, on ne va pas non plus changer les choses parce que Ouais. ça reste comme un moyen pour se déplacer. C'est important et un beau moyen pour se déplacer. Mais en effet, ce qui est assez récent maintenant, ça va être tous les services qui vont être inclus dedans. Puisque de plus en plus, on va vers l'automatisation. On parle maintenant de véhicules semi-autonomes, voire autonomes On en bientôt. parlera tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, donc, et justement, ce qui est pas mal par rapport à comment dire, des profils comme le mien, qui sont initialement plutôt orientés sur la partie web, l'application, Ouais. etc., et design de service, bah, c'est de pouvoir justement concevoir des expériences qui vont vraiment être dimensionnées, voilà, pour ce type de produit qu'un véhicule. Et ça, c'est vraiment un beau challenge, quoi. Il y a un lien très fort entre le sujet de la sécurité et des innovations. Qu'est-ce qui entraîne l'un ou l'autre? Est-ce que c'est les lois et la manière dont la réglementation est faite qui entraîne la technologie ou l'inverse? Alors, c'est un peu compliqué parce que ça dépend à quel moment on Ouais, conçoit ce produit, mais en effet, au début, quand on s'en prenant une idée, et puis au bout d'un moment, il faut vraiment, voilà, après avoir divergé, après avoir vraiment vu toutes les possibilités, en termes, voilà, comment dire, d'usage et d'expérience, tout ce qui se passe au niveau créativité, c'est de pas oublier quand même malgré tout, on est sur un produit où les enjeux de sécurité sont hyper importants et ouais, il faudra recoller avec ça. Quelque part, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris là-bas, c'est voilà, ne pas oublier que derrière, on construit comme un produit très comment dire, complexe, encore une fois, je disais, mais dont les enjeux de sécurité sont vraiment une priorité. Encore une fois, quand on conduit en voiture, il faut voilà, être en toute sécurité. On est quand même sur un véhicule voilà, qui peut rouler jusqu'à 130 km/h, on va dire, si on respecte les panneaux. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est important. C'est, encore une fois, quelque part, ne pas oublier que la sécurité doit être toujours omniprésent dans le travail. comment les réglementations s'approprient ces innovations-là? Alors, c'est un jeu de ping-pong, parce qu'évidemment, la présentation, elle doit aussi être capable de suivre l'innovation, mais les innovations vont très très vite, on le voit avec les technologies, ça va de plus en plus vite, et pas que dans l'automobile, en ce moment avec l'intelligence artificielle, il y a aussi voilà, des questionnements aussi juridiques qui se posent. La sécurité, malgré tout, il faut qu'on le garde en tête, et puis quand je dis un jeu de ping-pong, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, il va y avoir ce qu'on appelle des cas qui vont permettre peut-être d'avoir vraiment une espèce de, comment dire, de situation qui va servir de référence et qui va peut-être, voilà, enfin, qui va en tout cas aider toute la partie, on va dire, légale et juridique, voilà, à trouver un moyen de s'appuyer sur ce qui se passe en innovation et inversement, innovation. On va essayer de voir un petit peu ce qui a été ce qui a pu être, enfin, excusez-moi, ce qui a pu être mis en place, voilà, pardon, je cafouille un peu, Non, voilà, t'inquiète pas. pour essayer à chaque fois, malgré tout, dans nos recherches, Ouais. d'être, de fitter avec la sécurité, c'est vraiment important. Comment ça s'est passé après le Covid et les problèmes de pénurie de composants Alors, en interne? Est-ce que tu l'avais... Enfin non, alors t'es plus là-bas, mais... Ouais, alors moi j'ai pas vu qu'en interne, mais c'est vrai que par exemple, moi j'ai des amis qui ont commandé des voitures neuves, et Ouais, c'est vrai que c'est comme si encore une fois un produit très complexe à concevoir, il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps, ça se compte en années. tout à fait, ouais. Voilà, la construction de ce type de produit. Voilà, on a vécu, même par les infos, on l'a vu de manière générale, qu'il y a eu voilà, beaucoup de délais. Moi j'ai un ami qui a commandé une Range Rover par exemple, il lui a fallu quasiment un an pour la recevoir. Donc Ouais. c'était assez complexe, quoi, en effet. Et ça, du coup, a été propice au marché de l'occasion, j'imagine. Tout à fait. Là, on l'a Qui vu a- encore une fois dans les journaux, ça a relancé le marché de l'occasion. Encore une fois, la période du Covid était vraiment quelque chose d'assez spécifique. Tous les paradigmes ont un peu sauté, il fallait se réadapter. Donc, et puis voilà, maintenant, bon, on va dire qu'on repart sur une nouvelle orientation, mais globalement, oui, ça a vraiment changé la règle du jeu, quoi. Hyper intéressant. On va maintenant un petit peu évoquer plus spécifiquement ton métier et Ouais. le rôle que tu as eu. Je lance le jingle numéro 1 en régie, si c'est bon pour vous. Alors, être designer dans l'industrie auto, c'est un vaste sujet. Est-ce que tu peux me décrire et me définir la mission que tu avais chez Stellantis Alors à moi, l'époque? concrètement, je devais m'occuper évidemment de la partie UX, donc la conception d'expérience vécue au sein d'un cockpit, et puis évidemment aussi la conception, ce qu'on appelait les IHM, interface humain-machine, sur ces différents, comment dire, devices d'interaction, que ça aille de l'écran jusqu'au volant, C'est plusieurs devices? alors, quand je dis Ah, ok. device, je parle vraiment de matériel, enfin en Ouais. tout cas de
point d'entrée en interaction. Ouais. C'est l'écran tactile, au volant, aux différents petits boutons sur le tableau de bord, les sièges, enfin, etc. C'est un ensemble. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, même si le focus sur l'écran tactile était assez important, puisque, encore une fois, ça donnait un peu le centre névralgique de contrôle Tout à du fait, ouais. véhicule, il y avait aussi à prendre en considération tout ce qu'il y avait autour dans le cockpit. Comment tu travaillais avec tes pairs? Est-ce que vous étiez plusieurs designers sur un seul cockpit, un seul véhicule? Alors, Est-ce que tu étais tout seul? Comment ça se passait? comme beaucoup de constructeurs automobiles, hein, il y a beaucoup de départements, donc il y a des designers, Oui, parce il y a des que ingénieurs, il y a j'imagine des ça comme agronomes. une armée de designers. Bah, c'est un peu ça, voilà, quelque part, c'est plusieurs équipes, hein, et ça, c'est assez commun chez plusieurs constructeurs, hein, avec plusieurs départements, hein, et évidemment, l'idée, c'est de communiquer justement avec toutes les personnes qui construisent ce véhicule, hein, en allant de l'ingénieur au designer, aux ergonomes qui participent avec nous à justement la conception d'expérience utilisateur, toutes les personnes qui s'occupent du style, c'est très important, puisqu'encore une fois, l'attractivité, c'est aussi un curseur assez fort, hein, Tout à fait, ouais. en termes de vente, hein, dans le produit. Et plein de personnes, comme aussi les personnes du produit, voilà, les product managers, product owners. Il y a des Voilà. product managers Voilà, dans les donc, équipes. voilà, bah, comme toutes les boîtes maintenant. Donc Ok. voilà, et c'est intéressant puisque quelque part, en effet, il y a aussi cette vision à concevoir sur le long terme parce que c'est un produit quand même qui est assez singulier si on compare ça à un smartphone ou un ordinateur. Et c'est quoi? Il y a un product manager tableau de bord du coup? Alors, j'aurais plutôt product manager par marque, voilà. Ouais, ok. Est-ce que, en très court, parce que je pense que c'est une réponse très complexe que tu pourrais me donner, le point de départ et le point d'arrivée, la chaîne de valeur du produit final, Alors, en très résumé, pour qu'on puisse un peu s'imaginer comment ça se passe. bon, très résumé, voilà, évidemment, il y a la conception, ensuite, bah, un peu ce qu'on fait hein, sur les écrans, hein, sur les applications, de la conception. Ensuite, il y a toute cette idée de fitter avec les ingénieurs pour pouvoir voilà, commencer à réfléchir à la production. Et puis, pas oublier qu'on est sur une voiture, donc il y a aussi de l'assemblage. Donc voilà. Aussi, on ne pense pas très souvent, mais les matériaux, c'est important aussi, puisque une voiture, voilà, c'est beaucoup d'éléments à l'intérieur. Et les matériaux sont assez primordiaux, hein, voilà, quand on construit une voiture. Tu participais au choix de ces matériaux-là ou c'est d'autres équipes qui sont chargées? Encore une fois, comme chez beaucoup de constructeurs, il y a plusieurs équipes justement, et vous avez des équipes qui vont s'occuper de choisir voilà, les matériaux, qui vont bien matcher voilà, avec quelque part la vision style et expérience qui a été définie en amont. Hein, et en effet, c'est un travail assez intéressant. Moi, j'ai vraiment découvert ce type de travail là-bas chez Stellantis, et j'ai trouvé ça assez fort de pouvoir pas oublier que quelque part, c'est une voiture, mais en effet, on peut intégrer peut-être de la matière pour donner du relief, un sentiment je sais pas, de cocon, si vous êtes dans un cockpit, voilà, de confort, etc. Donc, et puis évidemment, derrière, après l'assemblage, il y a la vente, le marketing, enfin, la concession, etc. Donc c'est vraiment un process très complexe et très long, quoi. C'est combien d'années du coup en tout Alors, pour sortir un véhicule? en moyenne, hein, j'ai pas non plus, voilà, comment dire, ça dépend des véhicules, mais on peut trouver sur beaucoup d'informations qui correspondent à une moyenne entre, voilà, on va dire, je sais pas moi, 4, 5 ans, Ouais. voire plus, ça dépend des produits, encore une fois, ça peut être très long. Voilà. Mais alors du coup, comment on fait pour faire une roadmap à 7 ans? Ouais, alors, si je vais essayer de me projeter sur 7 ans. Bah, en fait, c'est ça qui est génial aussi, c'est de travailler avec des équipes pluridisciplinaires et Ouais. à chaque fois, justement, essayer, voilà, à différents jalons, de faire avancer les produits pour justement qu'ils fitent bien avec des attentes. Hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de se projeter sur les attentes et puis évidemment, on s'informe pour suivre les tendances pour essayer de faire en sorte que le produit, voilà, ou tenter quand il sortira, soit viable hein, et robuste, hein, évidemment, sur sa conception et sur les attentes. Et puis évidemment après se projeter à plus après, parce qu'encore une fois une voiture on la garde pas 2 ans, hein, on la garde quand même plus longtemps. Donc voilà, essayer de se projeter aussi au-delà, donc avec plein d'enjeux liés justement au véhicule. Tu parlais d'inspiration. Ouais. Comment tu t'y prends pour justement la chercher cette inspiration? Est-ce que chaque designer a sa technique à lui? J'imagine que oui, de toute façon. Oui. Mais c'est quoi les spécificités pour fait, s'inspirer? voilà, on va voir chez les autres, on va dans d'autres industries. En fait, c'est comme voilà, comme tout travail de design, hein, on va déjà justement faire de la veille concurrentielle, la veille technologique, et puis on va évidemment s'inspirer de différents domaines. Hein. Je prends de la mode avec les matériaux par exemple. Ça influe beaucoup la mode dans le secteur. Encore une fois, c'est comme dans le travail de design qu'on fait au quotidien, on va s'inspirer du cinéma, de la mode, etc. par exemple. Et on va aussi voilà, essayer de voir d'autres périmètres, par exemple, voilà, ce qui se passe en biomimétisme par exemple. Donc, voilà, en biomimétisme, excusez-moi. Oui, d'accord, ok. Donc, en biomimétisme par exemple, pour essayer d'étudier un petit peu comment peut-être, en s'inspirant en nature, on peut voilà, avoir je sais pas, des choses intéressantes en termes d'expérience et de technologie. Voilà. Il y a une formation pour ça? Alors, pour ce poste?
En tant que UX designer, bah voilà, une formation Traditionnel. voilà, designer. Ouais. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est évidemment que ce qu'il faut, enfin, ce qui est important à mettre en avant, c'est l'appétence justement pour le secteur, quoi. Oui, et ça, c'est quand même un prérequis qui fera que tu seras plus ou moins performant dans la manière de travailler les choses. Oui, bah, enfin, c'est comme dans tout domaine aussi, voilà, il faut Ouais, quand même ouais. se sentir avec une certaine affinité là-dedans. Après, ce qui est génial, c'est que moi, j'ai découvert vraiment l'automobile, voilà, avec un regard très neuf, hein, puisque voilà, je suis pas non plus, enfin, à la base, je n'étais pas déjà, voilà, quelqu'un qui ouvrait le, moteur, enfin, le capot de sa voiture pour regarder le moteur, mais depuis que j'ai fait cette expérience chez Stellantis, maintenant, je suis un peu plus au fait de ce qui se passe dans une voiture. Et oui, j'ai vraiment appris à apprécier ce secteur parce qu'il est assez riche, encore une fois, parce qu'il évolue et en effet, une appétence vers quand même l'automobile est comme un prérequis pour être sûr voilà, d'être en fit avec le travail qu'on va avoir au sein de ces entreprises, quoi. Quelle différence fondamentale il y a dans l'approche design classique app web qu'on peut connaître et le poste que tu as eu sur les cockpits? Alors, comme on le disait auparavant, la notion de sécurité, par exemple, voilà, Par c'est exemple, hyper ouais. important, Ok. puisqu'encore une fois, voilà, bah, on construit une voiture. Je fais toujours comment dire, le raccord au produit, c'est important. Même si on cause d'interface au sein de la voiture, Mhm. on est quand même sur un produit qui est important. Le smartphone n'a pas les mêmes comment dire, enjeux Ouais. voilà, en termes de sécurité qu'une voiture. Donc, il y a cette différence qui est là aussi. Quelque part, moi, voilà, je vais tirer un peu le trait, mais c'est toujours assez strange de se dire que je vais participer à une expérience, à la création d'une expérience, pardon, au sein des cockpits. Et si je me trompais, peut-être qu'un mauvais feedback, peut-être que je sais pas, une mauvaise conception pouvait engendrer un cas dangereux, voilà, au sein de la voiture. Bon, c'est tout bête, hein, mais c'est des choses qu'on ne doit pas oublier. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que en venant du digital, c'est vrai que euh, je travaille beaucoup sur des écrans, avec une multitude évidemment de tailles d'écran, de devices, Mhm. etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que je devais aussi concevoir des expériences au niveau des interfaces voilà, qui devaient fitter avec des écrans, mais en même temps avec d'autres types de modalités d'interaction. Donc voilà, Comme quoi, par exemple? l'écran tactile devait communiquer par exemple voilà, avec l'écran du tableau de bord central, côté conducteur pardon, Ouais. pour la vitesse, avoir, on verra plus tard dans les exemples, voilà, avoir des éléments déportés pour contrôler l'écran tactile au centre, le volant, les lumières, des choses voilà, qui sont vraiment interconnectées avec cette interface tactile. Alors, le véhicule, il est distribué dans plusieurs pays. Comment tu t'assures que les différences culturelles sont adaptées Alors ça, et c'est maîtrisées? encore une fois un schéma classique travail du luxe et de produit, c'est qu'on va Comme, évidemment, comme pour une app ou comme pour un voilà, on site. va faire de la recherche, on va étudier le marché, on va voilà, être sûr qu'en tout cas, tout ce qu'on va donner va correspondre aux besoins justement du pays dans lequel sera modulée la voiture. Je te pose une question que j'aurais pu poser à n'importe quel designer. Aussi, du coup, Oui. comment tu t'assures que c'est accessible pour tout le monde? Même travail, Ces raisons-là, ça va être du test, on prend un du test test. utilisateur, voilà, on va essayer de voir comment les gens réagissent aux nouvelles interfaces, mais ça encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'assez usuel. Ce qui est différent, c'est vraiment à chaque fois, voilà, les technologies qui vont peut-être être un peu différentes, voilà, en fonction des voitures et des marques. Au sein de l'organisation, vous avez des cellules spécifiques pour les tests, j'imagine. On Et, travaille avec des ergonomes, encore des une fois, ergonomes, d'accord, voilà, ouais. à l'époque c'était ensemble, on travaille justement avec des ergonomes, j'avais une binôme, voilà, Félicie qui était justement ergonome et à qui je travaillais sur véhicule autonome et qui voilà était vraiment, enfin, on était vraiment en duo miroir, enfin c'était génial parce que Mm, mm. je concevais l'exponsitateur, elle était là, Son rôle à elle, c'était quoi, tu disais? toute la partie ergonomie, hein, Ok, voilà, facteur ergonome, vraiment humain, pure ergonome. voilà, ergonome, facteur humain, Ouais. voilà un travail de pair hein, qui était vraiment pour moi primordial puisque quelque part ça me permettait justement de construire des expériences vraiment efficientes, quoi. Les constructeurs de référence et les plus innovants, sans parler trop de Tesla, même si, c'est quoi un peu Bon alors, je préfère plutôt parler de veille sur ouais. alors, parce que en référence, enfin, moi en tout cas, je sais qu'évidemment à l'époque, hein, Tesla est arrivé, ils ont un peu chamboulé la donne. Hein, bon, quelque part, il restera toujours un peu en termes d'image le challenger qui a essayé de bousculer un peu tous les constructeurs. Malgré tout, les constructeurs historiques s'en sortent plutôt bien hein, quand on suit un peu leur évolution. Et on peut voir que du côté, par exemple, en France, voilà, en concurrence Stellantis Direct et Renault, voilà, innovent aussi pas mal. Mercedes, Audi, c'est quand même des constructeurs voilà, historiques qui sont là depuis un petit moment et qui innovent voilà, au quotidien à travers des Compris produits. le pas tout de suite et Comment? compris le pas tout de Oui, suite et, je pense à Mercedes surtout, voilà, vraiment ouais. construction qui a vraiment pris le pas assez rapidement. Les premiers à avoir présenté dans le salon juste un tableau de bord et pas une voiture, c'était intéressant. Donc, Ouais. et puis évidemment, derrière, il ne faut pas oublier, on commence à arriver dans l'électrification de masse hein, de ces véhicules. Mhm. Quand on fait de la veille, on voit aussi maintenant des nouveaux acteurs qui arrivent, en plus de Tesla, hein, Ouais. des acteurs chinois évidemment qui Ouais. voilà, ont envahi ce marché, et des acteurs aussi venant de la tech, hein, comme Sony qui a présenté tout récemment Exactement, voilà, ouais. une voiture aussi, Apple
Apple, avec Apple qui en parle. voilà, alors, ça fait longtemps qu'ils en parlent, on ne sait pas trop si le projet va continuer, mais à chaque fois ça revient. Donc voilà, quelque part, en effet, il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont arriver, chambouler un peu la donne. Mais tu penses que c'est une lubie de ces marques-là ou c'est un truc qui va vraiment prendre le pas Alors, lubie, je sais pas, en tout cas, c'est des sujets sur lesquels ces marques, évidemment, vont se pencher parce que, quelque part, les enjeux qui sont liés au service sont très importants. Et puis, en fait, au-delà de ça, c'est un sujet passionnant de construire une voiture. Enfin, moi, pour avoir travaillé au sein de Stellantis, je trouve ça vraiment génial, quoi. Ça me fait switcher à une question qui, moi, m'intéresse beaucoup. Comment, en tant que designer, on conserve le concept de plaisir de conduire au sein d'un véhicule qui est bourré d'électronique, extra silencieux, où globalement, on a juste à lever le petit doigt pour tourner, quoi. Très bonne question, et tu sais, c'est intéressant parce qu'avec le véhicule autonome, ces questions, on remet très souvent. Le plaisir de conduire, justement, si on ne conduit plus, qu'on a du plaisir à conduire, parce qu'il y a des contrôles quand même, je pense que c'est ce qu'on ressent quand on conduit, et puis de sentir aussi, enfin, après c'est peut-être un peu vieille école, mais la voiture. Enfin, moi je sais que j'ai une voiture, voilà, à essence, conduite manuelle, c'est la la voiture, et de plus en plus on vers l'automatisation, automatique, etc. C'est des enjeux qui sont importants, puisque c'est savoir plutôt comment on déporte ce plaisir, enfin, quand je déporte, c'est comment ce plaisir se transforme, évolue. Encore une fois, le véhicule évolue. Est-ce que ce plaisir va évoluer? Sûrement. Voilà. Finalement, je ne sais pas si moi je retournerais dans une voiture sans régulateur de vitesse. C'est tout bête, hein, mais voilà, c'est comment, à travers ces automatisations, on réussit à créer du plaisir à travers aussi le trajet. Si vraiment on essaie un peu de prendre du recul, hein, ce qui est plaisant quand on conduit, c'est le trajet qu'on vit, hein, la mobilité qu'on vit. Et en fait, les gens vont être là. Après, évidemment, il y a aussi toujours des grands fans de la mécanique, hein, qui sont toujours là pour apprécier justement le produit en tant que tel, historiquement. Mais ces gens-là, ces consommateurs-là qui existent, c'est un persona qui est mis de côté, on se dit, ou est-ce que... voilà, c'est justement comment aussi peut-être les faire adhérer à de nouveaux principes de plaisir de conduite. Donc non, bien au contraire, c'est quand même important de garder ce personnage-là, quoi. On parlait tout à l'heure de voiture autonome. Ton regard là-dessus, c'est quoi? Et est-ce que tu as travaillé sur ces thématiques-là, toi Avec autonome, oui. Donc, après, moi, j'ai un biais parce que j'ai travaillé sur ce projet-là, donc je peux ne te dire que du bien. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, j'avais vraiment adoré ce projet-là. Vends-nous ton initiative. Non, mais après, pour moi, ça va plus dans le sens de l'histoire. On parle beaucoup de véhicules autonomes maintenant, de plus en plus. Voilà, c'est des choses qui sont un peu plus concrètes, hein, pour tout le monde, un peu en public, hein. Avant, à l'époque où je travaillais sur ce projet-là, c'était un peu plus abstrait. On en voit de plus en plus. On parle de drones aussi, enfin, l'utilisation, avoir des robots, hein, si je tire le trait, voilà, qui vont nous conduire d'un point A à un point B, c'est plus la science-fiction. Et quelque part, je n'ai pas vraiment ça à accepter, mais ça rentre voilà, dans les usages courants, hein, de penser. Et j'ai envie de te dire que voilà, c'est dans la continuité. Quelque part, on automatise de plus en plus. Maintenant, voilà, je pense que c'est comme pour je prends le sujet de l'IA, parce que tout le monde en parle de l'IA, l'intelligence artificielle, c'est de savoir un petit peu voilà, comment peut-être on doit garder une espèce de contrôle, ou en tout cas de présence humaine, en tout cas, qui fait que la voiture restera toujours un élément, un véhicule qui permet un outil. Un outil, voilà. Parce que c'est vrai que quelque part, déléguer sa confiance à un véhicule, c'est une chose. Maintenant, il faut le faire évidemment en toute sécurité. Mais voilà, ça pose comme ça la question de savoir si ce véhicule restera la voiture telle qu'on la connaît. Ça pose beaucoup de questions. Moi, je sais que ça m'a beaucoup interrogé justement. Le véhicule autonome, voilà, une vraie évolution technologique, hein, faut pas se mentir non plus, parce qu'encore une fois, c'est une vraie avancée. Maintenant, voilà, conduire, se déplacer, qu'est-ce que ça implique quand on parle de voiture maintenant autonome, quoi.
Avant de la science-fiction, est-ce que tu peux nous donner deux, trois infos là-dessus? Donc on a vu quoi? Un prototype qui fait Paris-Hambourg sans, sans pilote, sans conducteur. Comment c'est possible d'en arriver à un tel niveau de précision? Alors, il faut savoir voilà, que maintenant les voitures sont bardées de technologies assez comment dire, efficaces et très robustes, hein. On le voit déjà dans des voitures actuelles, le fait que certaines voitures peuvent se garer toutes seules. Ouais. Globalement, voilà, c'est beaucoup de choses, hein, des capteurs, des caméras, des choses maintenant qu'on retrouve sur les smartphones, hein, et qui permettent voilà, ce type de prouesse, hein. Donc après, chaque constructeur a sa tambouille, hein, technique et d'ingénierie pour voilà, avoir des algorithmes qui vont analyser aussi les trajets, etc. Et faire du machine learning aussi sur les parcours. Mais voilà, globalement, ça reste très concret et voilà, c'est des technos qui de plus en plus voilà, s'insèrent dans les voitures, hein. On parle d'autonomisation voilà, de certaines fonctionnalités de voitures et on verra ça de plus en plus voilà, arriver sur les voitures récentes. Comment elle s'est comportée? Parce que j'imagine qu'à un moment il fallait faire le plein. Alors, j'ai pas été forcément moi sur ce test-là, D'accord? voilà, mais bah, encore une fois, sur ces prototypes-là, évidemment, il faut aussi Il y a faire une un effort. assistance un peu. Bah, encore une fois, c'est un prototype Ouais. là. Ce qui est évalué, c'est le fait de savoir si la voiture peut conduire tout seul pendant le Ouais. Oui, trajet. ça c'est le principe goal Voilà, et après le reste, bah, c'est une voiture classique, hein, il faut la recharger, il faut faire le plein, etc., quoi. On va revenir un petit peu du coup sur la partie interface. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, et on va illustrer un peu plus tard dans l'émission, les différents éléments clés d'un cockpit et comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, comment toi tu as travaillé dessus. J'imagine qu'il y a Ouais. l'écran de bord, tableau de bord, Alors, dans le tableau de bord, écran de évidemment, navigation. voilà, il y a vraiment, encore une fois, cette idée d'avoir toujours un écran qui permet, en tout cas un écran, en tout cas euh, quelque chose qui permet de voir en tout cas ce qui se passe en termes de conduite, hein, au niveau de la vitesse, la distance entre les véhicules, etc. Et puis évidemment le rythme moteur. Et puis on a aussi cet écran de ce qu'on appelle d'infotainment qui Ouais. va voilà, gérer. Infotainment, c'est ça. C'est Voilà. là où on gère la radio, on gère les apps, on Tout à gère fait. Puis même parfois ça peut être les le lumières, ça GPS. peut Ouais, être tout à fait. le GPS évidemment, ça peut être les lumières, ça peut être le réglage des sièges, plein de choses. C'est devenu assez intéressant puisque voilà, c'est un peu un centre névralgique, hein, puisqu'encore une fois à travers ça on peut faire tous les réglages et paramètres. Et puis évidemment derrière il y a tout ce qui compose la voiture initialement, sans parler de ces écrans-là, hein, le siège, le volant, les pédales, le levier de vitesse. Etc. Donc encore une fois, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, ces points-là font qu'on a un cockpit dans son entièreté et à partir de là, on va essayer de travailler justement sur l'amélioration de son expérience, quoi. Tous les éléments additionnels, type vitesse qui s'affiche au-dessus du tableau de bord, ça c'est pareil, c'est... Alors ça, c'est intéressant puisqu'encore une fois, de plus en plus, on commence à avoir des constructeurs qui proposent ça, hein. Ouais. Stellantis travaillait déjà justement dessus, hein, sur ce qu'on appelle la vision tête haute, hein, Oui, sur tête des haute. skates notamment, voilà, qui est une vision tête haute ultra avancée. En tout cas, pour l'époque, c'était assez intéressant puisqu'on travaillait sur une tête haute assez large. Beaucoup de constructeurs travaillent maintenant, voilà, même à travailler sur des affichages sur pare-brise directement, grâce à une Directement, ouais. technologie avancée. Donc ça fait un L'idée, écran supplémentaire finalement, alors oui, alors après ce qui est quelque part. intéressant, c'est surtout pour des questions de sécurité, ça me permet de garder le regard sur la route. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir des informations directement en temps réel, grâce à la réalité augmentée justement. On voit beaucoup comment dire, de constructeurs qui en parlent, ou même des équipementiers comme Valeo, hein, qui sont Mhm. très en avance là-dessus aussi, sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui vont travailler justement sur comment incrémenter ce type de technologie pour informer le conducteur durant son trajet. Donc en fait, ton objectif à toi, pour l'utilisateur, c'est qu'il ait le moins de choses possibles à faire, moins d'interactions possibles. Alors, c'est pas le mot, on va dire que pour D'accord? moi, l'objectif, c'est surtout que l'expérience de conduite soit vraiment agréable et efficiente et que, voilà, dans un besoin spécifique de conduite, par exemple, je sais pas, moi, augmenter La la température. température, voilà, il n'est pas à chercher, Ok. voilà, en fouillant derrière différentes interfaces, tout doit être assez naturel. Justement, Ouais. de plus en plus, ça se Ouais. paramètre comme tu l'as dit sur les écrans. Tu passes beaucoup de temps à chercher dans quel menu il faut aller. Ouais. Donc c'est un peu un paradoxe, je trouve. Alors, en effet, après, on voit quand même maintenant beaucoup de constructeurs qui travaillent justement sur l'optimisation de ces écrans-là. Après, il Ouais. faut oublier que la voiture, c'est aussi des éléments physiques, hein, et on a aussi de plus en plus, c'est intéressant, des raccords physiques quand même dans la voiture. Ouais. Donc, le tout écran, mis à part encore une fois Tesla, qui avait vraiment apporté cette nouvelle dimension, Ouais. même si ils le font plutôt de manière assez intéressante, et pas forcément peut-être la modalité la plus efficace. Il y a parfois, faut être capable parfois de mixer un peu les différentes modalités, et puis être capable de dire, bah tiens, oui, en effet, dans mon écran, je vais
pouvoir gérer tel ou tel paramètre. Et en physique, je vais plutôt avoir un accès ultra rapide pour juste simplement augmenter, réduire la température ou monter le son. Mais ça, tu le testes avant de le sortir. Toujours, c'est encore une fois comme Et, n'importe quel produit. et parfois, sur le marché, les retours clients peuvent dire l'inverse de ce que tu as testé. Donc bon, Mais ça, c'est tous les produits. Ça, tous les globalement, produits, voilà, on n'est jamais à l'abri, justement, peut-être d'une chose qui n'a pas été vue in situ. Mais ça, bon, après, ce qui est compliqué pour une voiture, c'est que c'est très dimensionnant, évidemment, parce que c'est encore une fois un produit complexe. Mais ça, ce sera pour n'importe quel produit, hein, ce sera toujours la même chose. Oui. Mais normalement, voilà, on essaie quand même de faire en sorte d'avoir justement un produit qui soit efficace dès la sortie. Et la marque, l'orientation de la marque, comment elle influence tous ces choix-là? Alors, c'est hyper important encore une fois, puisque voilà, moi quand j'étais chez Stellantis, PSA, maintenant Stellantis à l'époque, voilà, il y avait 3 marques et ils venaient d'acheter Opel à l'époque, et maintenant ils sont 15 marques, c'est une constellation en 12 Stellantis de marques. Ce qui est intéressant, c'est que chaque marque va avoir un ADN. Là pour le coup, on va vraiment faire référence au branding, hein, va avoir un ADN, voilà, des valeurs de marque, et ça c'est intéressant puisque encore une fois, la partie style va beaucoup voilà, jouer là-dessus, hein, sur ne serait-ce que voilà, les éléments, les habillages, les interfaces, toute la partie matière aussi, toutes les personnes, toutes les matières, choisir un matériau qui correspondent, on va dire, à l'image que veut comment dire, insuffler chaque marque. Hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va aussi influencer l'expérience enfin, des utilisateurs dans la conception, puisque évidemment, on ne va pas concevoir la même expérience pour une voiture, peut-être qui sera plus, on va dire, côté de luxe ou côté, on va dire, plutôt conduite pure et dure qu'une voiture destinée voilà, à l'autopartage ou à des familles. C'est ça qui est intéressant, c'est que chaque marque va aussi influencer l'expérience utilisateur. Et sur une gamme complète d'une marque, j'ai envie de poser la question, c'est quoi l'équivalent du design system dans le monde du web, transposé à l'automobile, parce qu'il y a des composants qui sont similaires, oui, surtout dans un groupe. Alors, encore une fois, quand on parle d'interface, évidemment, ça c'est des process qui sont, encore une fois, très communs. Il va y avoir un design system. Voilà, On appelle ça design system aussi? Oui, j'ai un collègue voilà, qui est vraiment qui s'occupe de ça. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal chez pas mal de constructeurs automobiles. C'est devenu une norme. Hein, donc, c'est vraiment, oui, on a l'équivalent, pardon, du design system, on va dire web sur automobile, quoi. Eh ben, j'avais même envie de me dire, est-ce que c'est pas l'un qui a plutôt influencé l'autre? C'est toujours un ping-pong, hein. Encore une fois, voilà, c'est comme pour les films, hein. Les films projettent des avancées technologiques dont on est influencé pour pouvoir concevoir des produits, et inversement, c'est un produit qui va influencer des films de science-fiction, par exemple. Moi, je suis très fan de SF, et je le vois, ce ping-pong, c'est toujours assez intéressant. Question un peu qui fâche, l'échec on a un petit peu parlé, mais l'échec... une fonctionnalité qui ne marche pas, une tournure qui n'a pas fonctionné. Le produit est sorti, il est dans la nature, il est vendu. On fait comment pour le corriger? Alors ça c'est intéressant parce que là on est vraiment sur justement je vois dans les nouvelles tendances à l'automobile, hein, un gros focus justement sur comment essayer de pouvoir mettre à jour les choses. Normalement les SAV des constructeurs sont plutôt assez efficients là-dessus, hein. Il y a des garanties etc. qui font que voilà, normalement voilà, on va pouvoir remplacer une pièce par exemple. Là avec l'édition software, ce qui est intéressant c'est qu'on va de plus en plus se diriger vers voilà, les mises à jour comme sur les téléphones. Comme en fait, sur un voilà. téléphone. Et ça c'est intéressant parce que ça a donné plus de pérennité au produit. Et l'échec, juste pour aller là-dessus, c'est assez intéressant parce que moi qui travaille en innovation, du coup, je suis un peu biaisé. En innovation, on est constamment confronté au fait de produire des choses qui vont pas forcément sortir. Et voilà, bon, c'est pas un échec, mais quelque part, se dire que bah, tiens, j'ai travaillé peut-être 2 ans sur un projet et finalement, bah, ça donnait des inputs qui font qu'on va pas aller plus loin. Bah, c'est pas comme un échec, enfin, c'est considéré un peu comme un échec parce qu'on dit bah, ça va sortir, mais en même temps, voilà, on est habitué à faire preuve de résilience. Ça que je voulais dire, c'est que voilà, quelque part, c'est aussi normal sur des projets comme ça, il faut être capable d'être résilient. Et sur l'idée justement de pouvoir corriger, on va dire, des petits problèmes hein, liés peut-être à la voiture en elle-même, voilà, les constructeurs en général sont plutôt assez robustes à la partie garantie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça, c'est comment je gère le SAV, voiture, ouais. Mais j'avais envie de savoir un peu, est-ce qu'il y a un équivalent de retour utilisateur qui est centralisé quelque part, un peu comme n'importe quelle boîte produit. Oui, bah, ça, c'est alors c'est plus du côté justement, on va dire côté commercial et client au début, donc enfin de l'achat de la voiture, après une utilisation, ça évidemment tout ça, on va aussi s'en servir. Et on fait des tests évidemment aussi pour pouvoir. Ça t'alimentait dans ton quotidien, toi, ça? Comment? Ça t'alimentait dans ton quotidien, Alors les retours utilisateurs, bah, oui, surtout sur les tests de fonctionnalités de produits qu'on concevait, c'est important puisque il y a ce qui a été évoqué. Et puis il y a le tenté, puis ce delta, puisqu'évidemment une personne qui va essayer un produit comme une voiture sur telle fonctionnalité a peut-être un avis, et puis une personne
3 ans après aura peut-être voilà, un autre avis, il faut croiser tout ça. Donc c'est important puisque je pense que rien n'est inscrit dans le marbre, évidemment, et qu'en fonction des évolutions hein, qu'on voit partout hein, au niveau technologique, eh ben, les mentalités changent aussi. Quoi. Euh, on a un petit peu évoqué la partie, enfin on a beaucoup évoqué la partie software même. J'avais juste envie de t'entendre sur le sujet des apps tierces qui sont embarquées. Ouais. D'ailleurs, j'ai une autre question avant même ça. Ouais. Comment est-ce qu'un constructeur gère la création de son software, sachant que Google et Apple font déjà les choses très bien? Pourquoi est-ce que tous les constructeurs s'obstinent à réinventer la roue dans Alors, leur conception systématiquement? Alors, je pense que c'est important. Alors, remonter la roue, c'est un mot qui est un peu dur, je trouve. Mais je pense J'ai que. fait exprès. Ouais, non, non, après, en effet, ces problèmes à l'époque où je travaillais chez Stellantis se posaient. C'est vrai qu'il y avait il y avait le véhicule, les interfaces sur les écrans, et puis ces smartphones qui sont arrivés et qui sont ultra efficients, qui évoluent tous les 2 ans. Là, maintenant, sur un téléphone comme le mien, avec un iPhone, bon, on a un lidar, hein, une caméra qui était utilisée dans les voitures autonomes pour Ouais. voilà, gérer les trajets en autonomie et tout. En fait, ce qui est important, je pense que les constructeurs ne sont pas là pour inventer la roue, et c'est surtout d'améliorer l'expérience. Et c'est vrai que c'est important malgré tout, je pense, de pas. Alors après, chacun son prisme là-dessus. En effet, je pense qu'en tant qu'utilisateur, on a besoin de retrouver une expérience aussi efficace et efficiente que sur smartphone. On veut voilà avoir son application pour je sais pas voir la météo, pour pouvoir envoyer des messages, et ça c'est tout à fait normal. Ouais. Maintenant, je pense que chaque constructeur doit aussi quelque part à la fois embrasser le fait qu'en effet, bah, Google, Amazon, Apple, Renault, par exemple, voilà, a pris le parti pris de voilà. mettre du Google partout. Oui, et puis chez Stellantis, j'avais vu tout récemment un partenariat avec Amazon aussi, donc Ouais. voilà, donc C'était quoi comme partenariat, ça? c'était avec Amazon, je crois que c'était sur, alors je me rappelle plus très bien, je faisais un peu de veille là-dessus Ouais, là, ouais. mais c'était sur la partie justement, je crois que c'était sur, enfin, à vérifier encore Ouais, une fois, ouais, ouais. je crois que c'était justement sur la partie données, donc voilà, encore une fois, c'est important, et puis au-delà de ça, il faut aussi quand même qu'on garde un certain contrôle sur ce qui se passe, parce que bon voilà, même si c'est peut-être un peu trop tard de dire tout ça, parce qu'on a tous des iPhones, des Android, voilà, Bah, tu branches CarPlay, quoi, et voilà. t'as CarPlay dans la voiture de tonton, Ouais, oui. celle que tu vas racheter, et ça a la même interface partout, donc tu vois, c'est Voilà, vraiment cet je enjeu. comprends l'idée. C'est vrai que on pourrait, voilà, et puis surtout parce que à une époque, c'est vrai que la mise à jour n'était pas forcément automatique. Maintenant, avec ce qui se passe, je prends exemple Tesla par exemple, son système, voilà, quelque part, c'est intéressant quand on le voit dans les tests vidéo sur Instagram, TikTok, ce que tu veux, et Mhm. sur YouTube, les gens adoptent complètement l'interface. Et puis même Mercedes, je vois tout récemment, moi j'ai des amis qui ont des Mercedes avec les derniers écrans là. On est vraiment, encore une fois, dans quelque chose qui permet d'avoir ce qu'on appelle une expérience, tu sais, ce terme qu'on place très souvent, le seamless, tu sais, sans Tout à fait, ouais. rupture. Et Tout c'est à vrai que fait. malgré tout, même si c'est encore une fois ultra efficace un smartphone, on préfère avoir son petit Waze ou son Google Maps par exemple, bah, il y a quand même cette idée de je dois positionner mon téléphone sur un support. Le support, bah, en fonction de sa robustesse, bah, il tient pas. On a quelque chose comme ça qui vient parfois interférer devant l'écran infotainment parce qu'il n'y a que là où on peut poser le téléphone. Et dès qu'on veut régler la radio, ça m'arrive plusieurs fois, il fallait que je fasse pivoter mon téléphone pour pouvoir appuyer sur la radio et changer. Voilà. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que les constructeurs essaient surtout d'apporter une expérience sans rupture et dans une continuité qui fait qu'on passe de son smartphone au véhicule sans problème. Et je pense que c'est aussi important aussi pas oublier que voilà, dans un véhicule, on a peut-être envie aussi de voir transpirer les verres de marque. Mais Ça, c'est un point très voilà, important, ouais. 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 Euh, Au niveau des apps tiers, si je reviens là-dessus, est-ce Ouais. que ça veut dire que n'importe qui, Facebook, TikTok, se doit de dire je vais développer pour CarPlay et Android Car, et aussi pour l'écosystème chez Stellantis, Alors, chez Volkswagen. sachant que maintenant que, je sais pas si tu as pu voir dans cette veille là, où il y a Google Automotive qui est très présent partout. Ouais, ok. Donc voilà, finalement le pont peut se faire naturellement. Enfin, j'imagine, hein, je suis pas un spécialiste de Google Automotive, mais voilà, on est comme sur Google et ils sont plutôt assez efficients pour créer des ponts. On a vu tout récemment Mercedes qui a parlé d'intégrer par exemple WhatsApp et TikTok. Hein, voilà, Donc WhatsApp a développé carrément une app adaptée à voilà, ça va Mercedes. être vraiment spécifiquement pour pour Ouais, l'infotainment des véhicules. ouais. Donc là, c'est une annonce qui a été posée. Maintenant, je sais pas où ça en est, mais voilà. Donc Mais c'est un peu l'orientation que ça prend, quoi, en fait. Du coup. oui, les services, encore une fois, au-delà de Ouais. TikTok, etc., ça c'est parce qu'encore une fois, c'est un point d'entrée. Quelque part, si je te dis, tu as un véhicule et je sais pas, tu es à fond sur Instagram et je dis, bah, dans ce véhicule, tu as Instagram, quand tu seras en mode autonome, tu pourras regarder tes Insta.
bah, quelque part, ça va favoriser peut-être l'achat de ton véhicule parce que ah, tiens, ce coup, ça va au-delà de l'OS, tu vois, parce que là, avant, on parlait de CarPlay et d'Android Auto. Là, on focus vraiment sur le service. Sur l'expérientiel. Voilà. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant parce que les constructeurs jouent quand même le jeu de se dire, bah tiens, on va créer des services aussi qui sont aussi pur jus, maison, pour montrer qu'on est capable aussi d'apporter une expérience sans rupture, qui passe pas forcément par l'infection tierce, mais en même temps, on peut accueillir voilà, des services qui vont permettre une continuité, voilà, en temps seamless du téléphone au véhicule. On en parlait juste avant l'émission, donc le véhicule demain c'est un device au même titre que mon smartphone ou que ma télé. Alors, j'ai envie de te dire oui et non, mais en même temps, vu la truc que ça prend avec le software, oui, alors avec un certain prix, Ouais. évidemment, un iPhone, tu vas le changer peut-être tous les 2 ans, 5 ans, voilà, au grand maximum. Une voiture, tu ne le changes pas pour l'instant, en tout cas, tous les 5 ans, à moins que tu fasses du leasing. C'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce chemin peut-être que prend le véhicule. Mais là, je ne vais pas rentrer dans un débat qui va sûrement enflammer. Oui, non, mais c'est sûr. Parce que voilà, il y aura toujours des personnes qui vont dire, dans la voiture, je la garderai 10 ans. D'autres qui vont dire, bah non, moi je fais du leasing enfin, je fais du leasing et tous les 2 ans, je change de voiture, ou tous les 3 ans, voilà. Ça, encore une fois, ça va dépendre des usages. Ça, c'est ça qui est important. Est-ce que ça te va si on passe au petit Rex sur Stellium et sur le cas pratique DS4? Ouais. Je propose un deuxième jingle, s'il vous plaît, en régie. Alors, si on fait un petit focus sur Stellium, tu peux nous décrire un peu comment c'est foutu, l'organisation. Je sais que c'est... Stellantis, oui. Oui, Stellantis, excuse-moi, c'est Stellantis, qu'est-ce que je raconte moi? Stellantis, l'organisation, et tu m'as parlé qu'il y avait quoi, plus de 15 marques, c'est ça? Maintenant, oui, bah, 15 marques en tout, hein, globalement. Et c'est vraiment une constellation assez large, hein, et c'est devenu un groupe vraiment très international, hein, qui, voilà, ce qui est intéressant, grâce à ce groupement de marques, peut maintenant être présent dans différents pays et puis proposer des expériences tout aussi enrichissantes en fonction de certaines marques. L'organisation, bah, comme chez les constructeurs, hein, il y aura plusieurs départements qui vont s'occuper à la fois du design, de l'ingénierie, la Bon, ça c'est conception classique. software. Voilà, c'est très classique. Il y a des Globalement, spécificités au groupe qu'il n'y aurait pas dans d'autres groupes, par exemple? alors, globalement, à part te dire que moi j'ai travaillé avec des super équipes, voilà, c'est peut-être la seule spécificité que je pourrais te remonter, mais je pourrais pas trop te dire globalement, voilà, parce que j'ai jamais travaillé chez Renault, chez Mercedes, Ouais, ouais. mais voilà, chez Stellantis, ce que je trouvais très intéressant, c'était surtout, voilà, moi j'ai vraiment vécu un travail d'équipe Et, très positif. et en termes de méthodo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce qu'il y a des méthodes particulières en fait de travail? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est sur des méthodes voilà, qui sont assez communs à la construction d'un produit, que ce soit voilà, du digital à un véhicule par exemple, sauf que là, ce qui est important, c'est le dimensionnement véhicule. On en parlait tout à l'heure, avec tous les aspects liés à la sécurité, donc on peut le prendre en compte. Mais toutes les méthodes voilà, sont plutôt assez usuelles. Bon, par exemple, tu as travaillé sur DS. DS, c'est un positionnement très premium, très Tout à à la fait. française, qui est différent de la marque Citroën, qui est un peu plus généraliste, famille. Ça se passe comment, la décision et l'orientation que prend l'une ou deux marques? Est-ce que tu en sais plus là-dessus? Alors ça, moi, non, je suis pas forcément, voilà, je Ouais, n'étais ouais. pas, comment dire, dans les discussions, voilà, stratégiques, hein, mais ça, c'est vraiment encore une fois le groupe qui choisit la stratégie à prendre à ce niveau-là, pour chaque produit, sur les segments en tout cas de chaque produit. Ok. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant de savoir ça. Et je t'avais posé la question tout à l'heure, mais en tout, en nombre de designers, vous étiez combien? Tu sais ça? Alors nous, en tout cas, on était, voilà, à peu près un peu plus d'une quinzaine, hein, Seulement? alors, je parle pour la partie UX seulement. Pour la partie UX. Après, il y a des départements style avec plein de designers, Ouais. voilà, etc. Donc ça, c'est assez commun aussi, encore une fois, hein, chez beaucoup de constructeurs, on est aussi sur ce ratio-là. Après, en fonction des marques et des pays, évidemment, il peut être plus ou moins important. Est-ce que ça te va si on se focus un peu sur DS4? Oui. Une première photo, déjà pour montrer un peu le véhicule, en régie, est-ce que vous pouvez afficher pour montrer? Donc voici, bon, c'est ce que les auditeurs voient, mais Super ligne, hein. super bling, voiture vraiment, enfin très, très très grande réussite je trouve. Si tu peux montrer la deuxième photo, donc qui est celle-ci.
Le cockpit, ouais. Le cockpit, est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu, même si on a parlé un peu des composants tout à l'heure? Bon, encore une fois, on est sur un cockpit vraiment très premium en termes en tout Ouais. cas de perception. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir qu'il y a un vrai travail sur les matériaux. Ça, c'est quelque chose qui est important pour une marque comme DS, hein. On est vraiment sur vraiment pour moi du haut de gamme, hein. C'est assez flagrant quand on voit le cockpit. Et moi, dans mon travail, surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu travailler sur, je sais pas si tu vois au milieu, une espèce de trackpad là. Oui, le Voilà. trackpad, ouais. Voilà, j'ai pu travailler C'est sur un élément d'ergonomie du coup. complètement pour pouvoir voilà, faire en sorte de pouvoir en conduite interagir avec l'écran central sans être obligé de par exemple se pencher dessus si voilà, on est vraiment en focus sur la conduite ou si on est plutôt dans une position plutôt confortable et un peu éloigné comment dire, du tableau de bord. C'est intéressant puisque ça venait vraiment en complément et ça c'était vraiment un vrai challenge puisque dans l'idée c'était d'avoir quelque part un élément déporté très qualitatif, hein, en termes d'objet, hein, quand on le voit c'est un très bel objet Ouais. et je me rappelle que j'avais travaillé voilà, avec des designers qui vraiment ont pu, voilà, ensemble, on a pu voilà, créer des interactions ultra efficaces. Alors, je pense à Anthony qui travaillait avec moi à l'époque, voilà, et son collègue Fabien qui voilà, ont permis d'avoir au final un résultat qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis, alors, je sais pas si On va regarder ça tout de suite. voilà. Très impressionnante pour l'époque, hein, puisque c'était vraiment, enfin, on est vraiment sur une tête haute très large. Donc, encore une fois, dans les vidéos, on en parle énormément, hein, c'est une vision tête haute qui va permettre d'avoir justement des informations sur la route et qui va permettre aussi, avec sa grande, comment dire, son grand périmètre de champ visuel, voilà, indiquer des informations adéquates, lisibles. C'est vrai que ça changeait pas mal. Et il y avait un vrai challenge pour moi parce que j'avais jamais travaillé sur des visions tête haute. Et il y avait toutes ces questions de lumière, de reflets aussi, d'intégration d'informations utiles sur ces écrans-là, parce que enfin cet écran-là, parce que c'est aussi un nouvel écran quelque part, et voir comment ça cohabitait justement avec l'écran qui indiquait la vitesse devant le volant, et puis l'écran central, voilà, d'infotainment. On va regarder un petit exemple de ce que c'est que la vision tête haute. En régie, est-ce que l'on pourrait lancer la première vidéo? Donc la fameuse vision tête haute, donc tu nous as un petit peu commenté ça, mais là, ce qu'on vient de voir dans la vidéo, est-ce que tu peux nous le décrire? Qu'est-ce qui est important à retenir là-dedans? Bah, déjà, d'une part, que voilà, des technologies ultra sophistiquées vont permettre d'afficher des informations utiles pour l'utilisateur, l'utilisatrice, hein, conducteur, conductrice, voilà, lors du moment de conduite. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'efficacité voilà, de cette vidéo parce que initialement, les premières unités hautes, c'était vraiment de l'affichage classique. Là, on est quasiment sur la réalité augmentée. Et là, pour le coup, c'est une vraie innovation technologique. Quelque part, voilà, il y a l'idée de profondeur qui est en pris en compte et ça marche plutôt bien. Donc, ça, c'est vraiment intéressant puisqu'on est vraiment quelque part sur de l'info spatialisée, quoi. De l'info spécialisée, ça c'est un concept... Voilà, enfin, c'est moi qui sors ce que Non, ça non, mais non, non, mais ouais. c'est-à-dire qu'on diffuse l'information
Ouais. à différents endroits, de sorte à ce que le regard soit toujours au même endroit. Ouais. C'est ça, tu me dis si je me Ouais. trompe, hein. Ça, ouais. Je fais genre que je suis spécialiste, mais Non, non, pas mais du c'est tout. ça, c'est voilà. Faut quand même conduire en toute sécurité, voilà. Ouais. Ça a été lancé pour la première fois quand, ça, dans le secteur? Parce que c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Alors, j'ai pas la date en tête parce qu'encore une fois, il faut que je me remette un peu je révise un petit peu l'historique des interfaces Ouais. automobiles, comme ça fait un petit moment. Mais oui, ça existe depuis, je crois, les premières 3000. Si je prends une référence comme Peugeot, Oui, oui, oui. la 3008 première du nom avait déjà une espèce de montée haute avec un affichage voilà, de la vitesse. Début 2010 à peu près, je crois. Sûrement, il faut que je Ouais. retrouve les dates, mais voilà. Ok. Et puis d'autres marques aussi, voilà, même comme Audi par exemple, elle avait déjà une vitesse haute, mais voilà, là, c'est ce qui est intéressant, on est vraiment sur quasiment la réalité augmentée, c'est ça qui est pas mal, quoi. Donc, en tout cas, l'idée en tout cas est proche de la réalité augmentée, quoi. Dernier exemple, on va parler du Smart Touch. Ouais. Tu l'as évoqué. C'est parti pour un petit clip. Ouais. Okay, Iris. I'm listening. What's the weather like in Nice? Currently, in Nice, it is 22 degrees Celsius and the sky is clear. Ou encore une super avancée, une super fonctionnalité. Juste avant ça, je voulais juste revenir sur la vidéo d'avant. Délire dans le chat nous fait une remarque qui est assez pertinente. Ouais. Comment on gère les reflets du soleil ou les lumières avec l'affichage des Alors autres. ça, encore une fois, moi je suis pas spécialiste des technologies, mais ce qui est génial chez Stellantis, c'est comme chez beaucoup de constructeurs, on a des gens spécialistes de ces technologies-là, des gens spécialistes, voilà. Ah, donc des- il y a vraiment des micro-spécialisations Voilà, mais sur encore une fois, le- faut oublier que c'est une voiture, et donc plein d'ingénieurs, Ouais. et voilà, vous êtes ingénieurs pour tout type voilà, d'éléments de la voiture. Et on avait, par exemple, je repense à mon collègue Vincent, tu sais, pour les dédicaces, parce que je repense dans les souvenirs, donc T'as c'est raison, sympa, t'as raison, t'as raison. c'est avec nostalgie T'as et raison. plaisir que je repense à ces personnes-là. Et voilà, qui lui, voilà, était vraiment très spécialiste de ces questions liées aux Ouais, écrans ok. et aux reflets. Et j'ai appris beaucoup justement avec ces ingénieurs, donc c'est chouette. Donc, si on revient du coup au Smart Touch, j'ai l'impression quand même que un de tes gros enjeux, c'est d'intégrer quelque chose qui est vraiment intégré, mais complètement lié à l'habitacle, ces matières, Mhm. qu'il n'y ait pas de différence de toucher. Comment ça fonctionne, ça, à concevoir? Ah, c'est pareil, on va faire des tests. On va évidemment, sa partie UX, tester la réactivité, l'efficacité de ce type de device. Et puis, évidemment, plus on avance, plus voilà, plus on avance, plus en parallèle, évidemment, les Mhm. équipes de style sont là aussi pour essayer voilà, d'insuffler le branding, hein, enfin, toutes les valeurs de marque qu'il y a dedans, et puis d'avoir quelque chose, on le voit en termes de style, c'est plutôt assez attractif, ça fonctionne plutôt bien. Quelque chose voilà, qui devienne un objet, comment dire, comment dire, assez plaisant à utiliser et même à regarder, hein. C'est ça qui est intéressant chez DS, c'est qu'on est vraiment sur une voiture qui est agréable, hein, même en termes de perception visuelle, hein, quand on regarde. Et c'est tout cet enjeu, on doit essayer de créer une bonne harmonie, justement. C'est vrai que dans la voiture, tout est fluide, les lignes, les matériaux, les interfaces côté construction intérieur. Donc,
Là-dedans, toute la réflexion va se faire justement une fois qu'on a passé un peu les enjeux fonctionnels et techniques sur comment voilà, rendre cet objet un peu emblématique, en tout cas voilà, faisant partie comme un tout dans la voiture. C'est toujours un peu délicat quand on rajoute comme ça un nouvel élément, voilà, être sûr que ça ne fasse pas une espèce voilà, comment dire, d'objet un peu singulier qui vient casser un peu l'harmonie d'un cockpit quoi, en termes de style. Et il doit s'adapter à toutes les morphologies, il doit s'adapter à toutes les tailles de doigts, enfin, comme un smartphone. Et comme dans tout projet produit, on va justement voilà, faire des tests et tester jusqu'à voilà, arriver à un Je suis résultat assez étonné, enfin pas étonné, mais enfin, ça me confirme bien qu'il y a une vraie approche user et une vraie approche je suis dans le test continuellement. C'est ce qui a fait aussi jusqu'à maintenant la réussite de la marque. Ça te semble quelque chose de logique, enfin oui, ça semble quelque chose de logique, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus, sur cette approche de encore une test. fois, pour lui, c'est une combinaison de plusieurs corps de métier. Hein. Il ne faut pas l'oublier, il y a des ingénieurs, il y a des développeurs, il y a du produit, etc. Ce qui est intéressant, justement, c'est que les tests permettent de confirmer ou en tout cas d'apporter des inputs. L'idée, c'est pas forcément de dire, voilà, on a raison, ça fonctionne. C'est de savoir un peu, voilà, voici les résultats et comment on va exploiter ces résultats pour faire quelque chose d'efficient. Et pas oublier aussi que derrière, il y a quand même des designers qui vont travailler aussi avec leur intuition, essayer aussi d'essayer des choses, d'expérimenter. Et ça, on le voit très souvent. Donc, il y a la méthode, la technique et les tests, mais aussi l'intuition qui est liée, voilà, à l'histoire de la marque, à comment peut-être voilà, on peut s'imaginer les conducteurs comme ceux de demain. Donc vraiment, voilà, le test fait partie en tout cas de manière très forte du processus, mais pas oublier derrière, il y a aussi toutes ces parties comme créatifs hein, qui font qu'on peut avoir ce type d'objet hein, sur la voiture émerger voilà, dans une marque comme DS. Quoi. Super intéressant. On arrive un peu à la fin de cette émission. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon pour l'avenir ? Bah écoute, de continuer peut-être, voilà, là actuellement j'ai de la chance, je suis très enrichi par toutes mes expériences que j'ai, voilà, en tant que designer et puis aussi en tant que formateur, hein, et je trouve ça génial, et de continuer à être sur comment dire, des aventures, des expériences toutes enrichissantes, voilà, c'est cool. On va continuer à surveiller l'industrie auto, les marques à surveiller. Faudra de toute façon, ça évolue. Toutes du coup, ça t'en conseille ? Oui, voilà, parce que encore une fois, les acteurs. Moi, j'avoue, Sony, je l'ai pas vu venir. Enfin, même si on voyait que. Et voilà, par exemple, je sais pas si leur voiture sortira un jour, mais en tout cas, te dire que des boîtes comme Sony y pensent, ou même Apple, encore une fois, mais encore une fois, Apple n'a rien vu. Sony, là, c'était concret, là. Voilà, c'est quand même assez intéressant de voir comment on va évoluer le marché, quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les plateformes, sur le réseau, si on veut te contacter, si on veut te suivre ? Alors, comme je dis souvent à mes étudiants, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Sur LinkedIn, voilà, ok, super. Essentiellement, je suis assez réactif, hein, si vous avez besoin de discuter de sujets, je réponds assez vite. Et puis voilà, c'est vraiment la plateforme que j'utilise au maximum pour mes contacts. Est-ce qu'on a des commentaires ? Une petite question peut-être ? Bah oui, parce que je ne l'ai pas moi. Des conseils si on souhaite rejoindre la filière ? Très bonne question. Alors oui, alors si... On te contacte toi d'abord, et puis on se fait pistonner, c'est ça ? Non, je suis pas spécialiste RH, moi, là-dessus. Non, il faut évidemment avoir une appétence sur le sujet, et puis voilà, quelque part, montrer que vous avez une expertise de designer qui va apporter une plus-value sur ce que vous allez concevoir au sein d'une boîte comme Stellantis ou autre, hein, encore une fois. Mais je pense que oui, en effet, avoir une vraie appétence pour la technologie, c'est quelque chose... Ça veut dire quoi, avoir une appétence pour la technologie, selon toi ? Je pense qu'il y a l'automobile, évidemment, et tout ce qui gravite autour, surtout actuellement. On voit maintenant que le software est là, on voit qu'il y a beaucoup de technologies qui arrivent. La rétro augmentée sur le pare-brise, par exemple, le fait que des véhicules autonomes voilà, sont de plus en plus, en tout cas, présents, en tout cas, potentiellement, on va en avoir de plus en plus qui vont arriver, même si c'est pas forcément encore dans nos villes, etc. Les robots, etc. Bon, moi, je trouve ça intéressant parce qu'à partir de là, on peut se projeter. Je trouve que si on s'intéresse un peu aux technologies complexes, on peut s'intéresser, enfin, on peut voilà, avoir une plus-value sur le fait d'intégrer une entreprise vraiment dédiée comme Stellantis à l'automobile, hein, mais évidemment une appétence pour l'automobile c'est important, c'est en tout cas un prérequis parce que voilà, vous allez travailler sur comme un produit qui est pas facile à concevoir, hein, tout le monde l'oublie un peu, hein, c'est vraiment très compliqué, mais derrière le résultat est génial, enfin, une fois que c'est sorti c'est vraiment super. Bon bah écoute, ce sera vraiment le mot de la fin. Je te remercie pour toutes ces précieuses infos et c'était vraiment passionnant à t'écouter. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi l'épisode qui a été un petit peu laborieux à commencer, mais encore une fois on s'en excuse. Merci à la régie d'avoir assuré ces petits aléas du live. C'était un plaisir d'être avec vous. Et puis je vous dis à une prochaine sur le plateau de l'After Produit pour un Design Corner. Merci beaucoup, à bientôt.